Un conseil, madame, un conseil, monsieur, mangez. Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y a-t-il un pilote dans l'assiette ? Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. Anne, quand j'achète des aliments dans les grandes surfaces, oui, je sais, j'y vais des fois malheureusement, est-ce qu'on peut se fier à l'étiquetage nutritionnel qu'il y a sur l'emballage des aliments préparés ? Alors, ce que tu appelles l'étiquetage nutritionnel, c'est l'information nutritionnelle, c'est-à-dire cet encart où on va trouver les teneurs en certains nutriments que contient le produit. Ouais. Teneurs en protéines, en lipides, c'est-à-dire les graisses, les glucides, les sucres, les fibres, le sel. Est-ce qu'il y a un nombre obligatoire d'indications à mettre ? Oui, tout à fait. Les industriels ont l'obligation d'indiquer tout ce que je t'ai dit et en plus de préciser pour les graisses la teneur en graisses saturées et pour les sucres la teneur en sucre simple. Parce que dans les sucres, tu sais, quand on parle de glucides, il y a à la fois les amidons, c'est-à-dire les sucres complexes, comme l'amidon du pain, de la pomme de terre, et puis il y a les sucres simples comme le fructose du fruit ou le saccharose qu'on va rajouter dans des confitures, dans des biscuits. Voilà, donc tout ça, c'est des mentions obligatoires. En plus, on trouvera si le produit comporte une allégation nutritionnelle, par exemple riche en calcium, la teneur de l'élément qui a été vanté dans la pub. Donc c'est obligatoire, la législation, elle impose que figurent ces mentions-là. Alors, je regarde par exemple une boîte de conserve d'un légume qui a été préparé, des carottes entières là. Comment ils font pour calculer tous ces chiffres derrière ? Alors, il y a deux solutions pour indiquer la teneur en nutriments du produit. Soit le fabricant va procéder à une analyse nutritionnelle, c'est-à-dire qu'en laboratoire, il va faire un mix de sa préparation et il va y avoir une analyse pour vérifier combien il y a de protéines, combien il y a de sucre, etc. Ça doit avoir un coût, ça ? C'est très cher et donc c'est pour ça que les industriels n'ont pas souvent recours à ça. D'accord. Voilà, donc la solution qui est employée la plupart du temps, c'est le recours à une table de composition des aliments, comme la table SICAL qu'on a en France. Alors qu'est-ce que c'est qu'une table de composition des aliments ? Eh bien, tu as un listing de plusieurs centaines d'aliments. Pour le SICAL, c'est les aliments qui sont consommés le plus fréquemment en France. Et tu as les teneurs moyennes de tous les nutriments, enfin pas forcément tous, mais disons que tu as une grande variété. À chaque fois que l'information existe et a pu être recensée par le SICAL, elle est indiquée. Et donc, les industriels n'ont plus qu'à se référer à cette table et quand il y a un hachis parmentier, ils prennent les valeurs nutritionnelles de la pomme de terre, les valeurs nutritionnelles du bœuf, les valeurs nutritionnelles de la tomate et en fonction des proportions, ils vont calculer les teneurs de leur plat. Alors, le SICAL, les informations qu'il a, elles viennent de plusieurs sources différentes. Soit c'est lui-même qui a commandé des analyses nutritionnelles, il en commande environ 60-80 chaque année pour renouveler régulièrement la table, pour l'enrichir, etc. Mais ça peut provenir aussi de données collectées auprès de leurs homologues étrangers. Ça peut venir d'instituts de recherche interprofessionnels, ça peut venir des producteurs, de distributeurs ou de rapports de laboratoire que certains industriels vont accepter de mettre à disposition. Le SICAL, c'est une entité indépendante. Elle est financée comment ? Alors c'est une bonne question. Déjà, je peux te dire que c'est le Centre d'information sur la qualité des aliments. Il dépend de l'ANSES, donc l'Agence nationale pour la sécurité sanitaire des aliments. Okay. Voilà pour le contexte. Je ne sais pas te dire par contre davantage quels en sont les tenants et les aboutissants. D'accord. On verra peut-être sur une prochaine chronique, sait-on jamais. Alors il y a une troisième manière aussi dont le SICAL va procéder pour indiquer les valeurs. C'est des calculs qu'il va faire lui-même. Par exemple, je reviens au hachis parmentier. S'il n'a pas fait une analyse d'un hachis parmentier ou s'il n'a pas recueilli la composition d'un hachis parmentier sur la base d'une analyse, des fois, il va faire lui-même le calcul, comme je t'expliquais tout à l'heure. Donc, si je veux répondre rigoureusement à ta question de savoir si on peut se fier à l'étiquetage nutritionnel, il y a plusieurs critères qui sont à prendre du recul. Déjà, il faut bien se rappeler que ce sont des valeurs moyenne. Mais oui, de carottes de provenance différente, elles n'auront pas les mêmes teneurs en sucre, en vitamines, en minéraux. Rien que on reprend ton exemple du hachis parmentier, en fonction de la variété de patates qui est utilisée, ça ne sera pas les mêmes valeurs. On est bien d'accord. Donc l'info nutritionnelle, elle peut donner une idée approchante de la réalité parce qu'on ne va pas non plus avoir des choses complètement aux antipodes entre deux carottes. Voilà, une carotte ne va pas se mettre à contenir je ne sais pas quelle quantité de protéines. Une carotte, on sait que ça ne contient pas beaucoup de protéines. Voilà. On va avoir une idée approchante de la réalité, mais pas des valeurs rigoureusement exactes.
Et puis, deuxième chose qu'on peut considérer avec du recul, c'est que ce sont les industriels qui établissent l'information nutritionnelle. Et cette info, elle n'est pas contrôlée par une entité indépendante. Alors, le deuxième critère à prendre avec du recul, c'est que c'est les industriels eux-mêmes qui établissent l'info nutritionnelle et qui marquent sur le paquet ce qu'ils veulent, en gros. Alors, il y a des industriels qui sont de bonne foi, maintenant ils ne sont pas à l'abri d'une erreur, et puis on peut se laisser dire que des fois, il peut y avoir de la triche aussi. Oui. Voilà. Donc, c'est pas, sans psychoter, il faut juste garder l'hypothèse à l'esprit et surtout conserver son sens critique et pas prendre les choses complètement au pied de la lettre. Bon alors, ce tableau d'étiquetage nutritionnel, on en fait quoi ? On s'en fiche ou on y fait quand même un peu attention ? Alors, ça dépend de notre besoin. Il y a des personnes, par exemple, imaginons en insuffisance cardiaque, qui ont absolument besoin de connaître la teneur en sel des aliments pour pouvoir bien gérer leur alimentation et pas se rendre malade. Donc là, c'est intéressant et c'est précieux. Ça peut aider aussi pour prendre conscience et se donner une idée générale sur la teneur en nutriments des aliments. Par exemple, la teneur en fibres, quand on a des croyances sur certaines choses, par exemple des céréales de petit déjeuner, on se dit c'est des céréales donc ça contient des fibres. Si c'est raffiné, non, ça n'en contient quasiment plus. Ouais. Donc ça peut nous aider à dépasser certaines croyances. Quand il y a des glucides et qu'on voit que la teneur en glucides elle est de temps, mais qu'en fait la teneur en sucre simple est beaucoup plus importante que celle de sucre complexe, on arrive à deviner que c'est un aliment qui va pas être forcément rassasiant, mais qui va plus donner un coup de fouet, et avoir un indice glycémique élevé. Donc ça peut nous aider à donner une idée, même si c'est pas précis, puis à dépasser certaines croyances. Par contre, il y a un cas où il faut vraiment pas se fier à l'étiquetage, c'est quand on cherche à calculer les calories pour pas grossir. En fait, voilà. À ce moment-là, c'est même pas l'étiquetage qui pose problème, c'est la démarche de se fier à des informations extérieures à soi. On est tout équipé pour percevoir, grâce aux signaux de faim, de rassasiement, grâce au plaisir, grâce au déplaisir, la quantité d'énergie dont on a besoin et quand c'est assez pour nous. Le fait de se fier à un plan alimentaire qui nous dit qu'il faut qu'on mange tant de calories par jour, et puis ensuite un étiquetage qui va donner des informations moyennes, ça peut être sacrément hasardeux. Et pire, ça peut nous enfermer dans des croyances et des comportements qui vont pas nous faire du bien. Par exemple, je vais choisir toujours les céréales les moins caloriques, mais elles sont pas bonnes au goût. Alors comme je suis frustrée, je vais craquer sur un bon truc. Et là, on est dans un trouble alimentaire. Voilà. Donc en conclusion, l'étiquetage nutritionnel pour s'informer, c'est cool. Pour prendre conscience, c'est bien. Se poser des questions. Même plus de se poser des questions plutôt que d'y répondre, mais pas pour en faire un guide de nos comportements. D'accord. Bon, alors si vous voulez maigrir, on regarde pas le tableau d'étiquetage nutritionnel. Non, on va voir quelqu'un, puis on se pose des vraies questions. On se pose des vraies questions et on se fie à soi avant de se fier à un étiquetage ou à ce qu'on nous a dit. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.